Bienvenue dans le 20h de ce 12 octobre. Bonsoir à tous. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est depuis ce vendredi la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Les délégations rwandaises et françaises ont confirmé qu'un consensus a été trouvé à l'occasion du huis clos entre les chefs d'État et de gouvernement membres de plein droit. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se sont ouvertes ce jour à Bali en Indonésie. Le président indonésien a appelé à la solidarité des pays riches envers les économies faibles. Les institutions de Bretton Woods assurent que l'homme doit être au cœur de tout développement. Nous sommes à 24 heures des élections couplées locales ivoiriennes. La campagne électorale a pris fin hier à minuit. Les candidats ont parcouru le pays du 28 novembre au 11 octobre pour battre campagne. Mais quel sera véritablement leur rôle une fois élus? Des réponses dans ce journal. 4 buts à 0, c'est le score de la rencontre Côte d'Ivoire-Centrafrique, jouée cet après-midi au stade de la Paix de Bouaké. Elle compte pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Bienvenue à tous dans le 20h de ce vendredi. Elle a été désignée nouveau secrétaire général de la francophonie. La Rwandaise Louise Mushikiwabo va diriger l'OIF pour les 4 prochaines années. Elle était jusqu'à présent ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Elle prend donc la suite de la Canadienne Michaëlle Jean qui a effectué un seul mandat. Restons à Erevan en Arménie pour revenir sur l'ouverture de ce sommet de la francophonie. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont sur place, dont le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le président français Emmanuel Macron a appelé les dirigeants des 84 pays membres de l'OIF à réinventer la francophonie. Fijanaïma. Ce 17e sommet de la francophonie, ouvert ce jeudi 11 octobre à Erevan, sur le thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage », a rassemblé une fois de plus de nombreux chefs d'État et dirigeants de ce monde. L'OIF compte à ce jour 84 États membres répartis sur les 5 continents et elle continue d'enregistrer de nouvelles demandes d'adhésion. Le sommet de Erevan a autorisé le passage de la Gambie, de l'Irlande, des Émirats arabes unis, du rang de pays observateurs au rang de membres associés, mais sans être encore membres à part entière. La francophonie rassemble désormais une diversité de pays qui n'ont pas tous en partage la langue française. Face à cette diversité, à cette expansion de plus en plus grande de l'OIF, le président français Emmanuel Macron, dans son discours très attendu, appelle à une mise en garde. Je souhaite que nous nous donnions pour objectif de réviser la charte de la francophonie. Un travail collectif de réflexion et de proposition pourrait être lancé par la direction de l'OIF et par la présidence arménienne pour ainsi adapter notre pacte social aux nouveaux enjeux du XXIe siècle. En nous posant ou reposant des questions importantes. Quel est le bon périmètre de la francophonie? Faut-il se contenter, pour entrer dans notre famille francophone, de prendre quelques engagements en matière de langue française ou de respect des droits de l'homme? Ou faut-il se prévaloir d'accomplissements, de réalisations concrètes? Ne devrions-nous pas être plus exigeants avec nous-mêmes et ne pas chercher à aller toujours plus loin, mais à consolider déjà 84 que nous sommes? Grand absent de ce 17e sommet de la francophonie à Erevan, sa terre paternelle, où il devait marquer l'événement en y apportant une touche personnel, le chanteur-compositeur Charles Aznavour, décédé quelques semaines avant le sommet, à l'âge de 94 ans. Le président Emmanuel Macron, ainsi que tous les intervenants au sommet, lui ont rendu un vibrant hommage. À l'issue des travaux de ce sommet de l'OIF, la Côte d'Ivoire obtient une des 5 places de vice-président. Fijanaïma. Venu représenter le président de la République Alassane Ouattara à ce 17e sommet de la francophonie à Erevan, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan conduit une importante délégation comprenant 3 ministres du gouvernement. Les ministres Bandama Maurice de la culture et la francophonie, Isaac Dey de l'économie numérique et la poste, Robert Begré-Mambé, ministre auprès du président de la République en charge des 8e Jeux de la francophonie.
Plusieurs représentants de la Côte d'Ivoire auprès de l'OIF, dont le représentant personnel du chef de l'État auprès de cette organisation, Abdou Touré, un représentant du cabinet présidentiel, 2 ambassadeurs. Ce 17e sommet de la francophonie à Yerevan a honoré la Côte d'Ivoire, nommée à la vice-présidence de l'OIF pour la période allant jusqu'au prochain sommet prévu pour 2020. La chance quand même, grâce au président Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire maintenant soit, disons que, perçue comme un pays porteur au niveau du continent africain. Et nous sommes partis donc des vice-présidents, des 5 vice-présidents qui ont été retenus. C'est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire et nous en sommes très heureux. Il faut qu'on continue de faire en sorte que l'action qui est menée par le président de la République et le gouvernement puisse aller de l'avant. Vous savez, les questions qui ont été évoquées, notamment au-delà donc du thème central, c'est le problème de la jeunesse. Comment faire créer un avenir pour la jeunesse. Le problème donc des femmes. Comment faire pour éduquer les femmes, faire en sorte qu'on puisse assurer leur autonomisation. C'est un élément aussi important. Et je pense que la francophonie a des propositions. À Yerevan, la Côte d'Ivoire est représentée au plan politique et institutionnel. Elle est aussi représentée au plan culturel. Comme à son habitude, la Côte d'Ivoire anime un village de la francophonie. Ce village de la francophonie montre toutes les potentialités. La richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, la richesse économique, puisque nous sommes venus avec les opérateurs économiques, avec le CPC pour montrer toutes les possibilités d'investissement que la Côte d'Ivoire offre. Nous sommes venus avec le conseil Cacao Café, avec une fontaine de démonstration de chocolat, puisque c'est notre première richesse. Et nous sommes venus également avec notre volonté de promouvoir le pain traditionnel, le pain tissé. Donc c'est le thème de notre année culturelle. Donc nous sommes présents avec une forte délégation de divers horizons pour montrer la Côte d'Ivoire politique avec la délégation officielle, mais la Côte d'Ivoire culturelle, la Côte d'Ivoire économique, comme le veut la francophonie. Membre depuis plusieurs années de cette francophonie dont elle partage les valeurs ainsi que l'usage de la langue française, le succès des 8e Jeux de la francophonie, organisés par la Côte d'Ivoire en 2017, a accru son prestige au sein de cette organisation. Ce 14e sommet de la francophonie, événement culturel et artistique, enregistre également une rencontre économique des pays francophones. À cette occasion, la Côte d'Ivoire partage son expérience. Des experts en économie et finances débattent sur les stratégies qui vont booster les entreprises. Éric Goré, envoyé spécial en Arménie. Le 17e sommet de la francophonie, une occasion pour les experts et les hommes d'affaires du secteur économique de 84 pays francophones de procéder à des partages d'expériences. Cette initiative des ministres de l'économie et des finances, du commerce ou de l'industrie de ces pays vise à développer les entreprises de l'espace francophone et leur permettre de faire de bonnes affaires. La Côte d'Ivoire participe à cette grande rencontre économique. On donne de l'argent à des jeunes qui sortent d'école, qui n'ont pas d'expérience. Dès la première difficulté en fait, des gens d'entreprise, ils décrochent. Dans l'activité, prenez un billet d'avion pour aux États-Unis. On voit ça tous les jours en Afrique. C'est pour ça qu'il faut que maintenant, on structure les choses autrement. Il faut un fonds sous l'égide de la francophonie économique qui répondent aux besoins et préoccupations des entreprises adhérentes. Pour atteindre cet objectif, le Forum économique met en place un réseau de toutes les entreprises francophones. La présence de la Côte d'Ivoire à ses assises n'est pas un hasard. Ses progrès économiques lui permettent aujourd'hui d'être présente à ces rencontres d'envergure mondiale pour partager son expérience. Alakwadio Jean-Claude, vice-président de la Chambre de commerce, a montré sa stratégie pour booster ce projet. Direction maintenant Bali en Indonésie. C'est dans ce pays d'Asie du Sud, bien connu pour ses îles volcaniques, que les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se sont ouvertes ce vendredi. Le président indonésien Joko Widodo a appelé à la solidarité des pays riches envers les économies faibles. Pour lui, entre une concurrence déloyale des pays développés et une coopération bénéfique avec les pays en développement, les plus nantis doivent rechercher l'équilibre et le bien-être des peuples. La coopération lui semble donc la voie à suivre. Et les institutions de Bretton Woods d'assurer que l'homme doit être au centre de toute action de développement.
Lors de cette rencontre en Indonésie, les responsables du Fonds monétaire international ont une oreille attentive aux nouveaux défis de la Côte d'Ivoire. Le FMI réaffirme sa volonté d'être un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Adama Koné. Si la mission d'évaluation du Fonds monétaire international FMI lui a délivré un billet de satisfaction à Abidjan pour son deuxième programme économique, la Côte d'Ivoire a d'autres chantiers pour lesquels elle attend l'assistance du fonds. Entre deux conférences, le ministre de l'économie et des finances peut présenter les nouveaux défis de l'économie ivoirienne au directeur Afrique du FMI, Abébé Sélassié. Nous avons élaboré un schéma directeur statistique pour nous permettre de savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a. Donc nous y travaillons. On a confié la mission donc, à des cabinets étrangers pour travailler. Mais le Premier ministre a insisté de dire qu'il faut qu'il y ait le regard du Fonds monétaire. Comme nous sommes au stade des projets, si le Fonds se prononce là-dessus, ça nous permettra à la fin d'avoir un document qui peut atteindre les résultats qu'on cherche. Après le directeur Afrique, c'est le directeur général adjoint de l'institution de Bretton Woods qui reçoit la délégation ivoirienne. Il est dans la dynamique de la continuité. Maintenant, on a le programme. Donc, le Côte d'Ivoire a de très bons résultats. Avoir la caution du FMI est un gage de confiance dans le milieu des affaires. Le message est bien perçu par Afreximbank. En ce début de campagne, elle entend accompagner la Côte d'Ivoire à l'ombre des cacaoyers. We participe de façon annuelle au financement des campagnes de cacao. Et cette année encore, nous allons poursuivre notre intervention pour soutenir le secteur du cacao. Mais au-delà du financement de la campagne, la banque a pour objectif d'accroître la capacité de transformation en Côte d'Ivoire. Et nous allons ainsi continuer de soutenir les entreprises qui sont engagées dans la transformation pour permettre d'atteindre l'objectif de transformer au moins 50% de la production nationale dans l'horizon qui a été fixé par l'État. Le ministre de l'économie et des finances, chef de délégation, assure son calendrier d'autres rencontres, notamment avec ses homologues indonésiens et mauriciens, ainsi que les responsables de la Banque européenne d'investissement. Ici en Côte d'Ivoire, nous sommes à la veille des élections couplées du 13 octobre. Pour les régionales, sont enregistrées 88 listes pour 31 régions et pour les municipales, 684 listes pour 201 communes. La campagne électorale est bouclée. Chaque candidat a déroulé son programme pour séduire les électeurs. Mais quel est le rôle du maire? Que doit faire réellement un conseiller régional? Alexis Ouedraogo. Durant 14 jours, dans les villes et communes, stratégies et programmes ont été déployés pour convaincre les électeurs. Sur le terrain, de nombreuses promesses, mais la population connaît-elle réellement les attributions de ces élus locaux? C'est celui qui a une autonomie, qui dispose d'une autonomie, soit financière, pour pouvoir gérer une commune. C'est quelqu'un qui a pour rôle de développement d'un quartier. Nous avons obtenu une définition claire de Lazare Dagodjaï. Il est le directeur général de la décentralisation et du développement local. Le maire, tout comme l'État, est appelé à assumer des fonctions qui visent à satisfaire les besoins des populations au niveau local. C'est des besoins d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel. En un mot, la satisfaction des intérêts des populations. Autre sujet d'intérêt, les ressources de la mairie. D'où proviennent-elles? L'État érige une localité en commune lorsque l'État estime que cette collectivité est en mesure d'impulser une dynamique de développement à sa localité et donc elle est supposée être viable. Donc toutes les communes créées en Côte d'Ivoire disposent également des ressources propres. Et l'État, en vue de faire fonctionner la collectivité, met également des ressources à disposition. La fonction des maires est une fonction gratuite. C'est vrai que pour un certain nombre de raisons, le maire reçoit une indemnité. Il ne devrait pas attendre, outre mesure, un salaire de cette collectivité. Intéressons-nous maintenant au conseil régional. Et là encore, nous avons promené nos micros. Le conseil régional, sincèrement, je ne suis pas trop informé là-dessus, mais je sais que c'est lui qui gère la région. Le conseil régional, lui, il est aussi agent de développement, mais avec des prérogatives un peu plus larges que les maires.
Les conseillers régionaux sont élus pour 5 ans. Leur mission, promouvoir le développement local sur les points de l'économie, du social et entre autres points de l'aménagement du territoire. Le directeur général de la décentralisation et du développement local nous présente les prérogatives de ces élus. L'école primaire, donc du ressort de la commune, parce qu'on estime que l'école primaire est un service un peu plus proche, voilà, pendant que le lycée est donc du ressort de la région. Il en est de même pour les hôpitaux. Le centre de santé urbain est du ressort de la commune, voilà, ou le dispensaire, pendant que l'hôpital général ou l'hôpital régional est donc du ressort du conseil régional. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 201 communes et 31 régions. Ce samedi, c'est vous qui déciderez de qui en seront les tenants. C'est donc demain samedi que 6 498 000 électeurs devront élire leurs conseillers régionaux et municipaux. Il y aura en tout 10 464 lieux de vote et 20 219 bureaux de vote. Un dispositif exceptionnel pour ces élections couplées. Qui peut voter? Comment voter pour ce type de scrutin? Salimatou Dia. Ils sont 684 candidats pour 201 communes et 89 pour 31 régions. Après 2 semaines de campagne électorale, tous seront départagés par les 6 498 215 électeurs. Pour ce scrutin du samedi 13 octobre, jour ouvrable, le mode opératoire de vote est assez exceptionnel en raison des élections couplées. Vous avez des bureaux de vote où il n'y aura qu'une seule élection, c'est-à-dire les élections municipales ou les élections régionales. Et puis vous avez des bureaux de vote où il y aura un scrutin couplé, c'est-à-dire les élections régionales et municipales en même temps. Donc le mode opératoire est différent selon la configuration du bureau de vote. L'électeur rentre, on prend sa carte d'identité ou sa carte d'électeur, on contrôle, et puis on le passe sur la tablette qui va donc l'identifier à partir de ses empreintes digitales. On regarde sur la liste électorale s'il est inscrit dans ces bureaux de vote. Il va dans le loi, il fait son choix, et puis il vient, il dépose son bulletin dans l'urne. Et ensuite, il va émarger sur la liste d'émargement et on lui met l'encre indélébile. Maintenant, c'est des stylos à encre indélébile et non les encriers où avant où on plongeait le doigt. Maintenant, c'est des stylos à encre indélébile. On lui marque l'encre indélébile, on met sur sa carte de lecteur à voter et on le libère. Ça, c'est le scrutin simple. Maintenant, le scrutin couplé, il fait la première fois, il vient d'abord, il vote pour les régionales et ensuite il passe voir l'autre secrétaire qui lui donne le bulletin pour les municipales. Il vote, mais chaque fois on contrôle sur chacune des listes qu'il est bien inscrit. Et il vote et il signe les listes d'émargement des régionales et des municipales et on met sur sa carte d'électeur à voter. Le vote par correspondance, par ordonnance ou par procuration est interdit, selon le code électoral. Seule une personne en situation de handicap peut se faire accompagner par une personne de son choix, à condition qu'elle n'ait pas le même handicap. Les personnes d'astreinte, que sont les forces de sécurité et les journalistes en mission, votent uniquement dans les bureaux où figure leur nom. La commission électorale indépendante affirme avoir pris toutes les dispositions pour éviter les fraudes. Par exemple, qu'un électeur ne vote pas plus d'une fois pour chacune des élections. Sur la liste d'émargement, vous avez la photo des électeurs. Donc, si vous voyez une dame qui vient avec la carte d'électeur d'un homme, bon, vous savez que ce n'est pas possible. Et puis, il y a également le contrôle biométrique grâce aux empreintes. Comme vous savez, 2 personnes ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes. Pour assurer la sécurité lors de cette échéance électorale, 30 000 forces de l'ordre seront déployées sur le territoire national. Nous-mêmes, au niveau de la CEI, nous avons indiqué aux forces de sécurité des zones que nous estimons des zones un peu plus, où il y a un peu plus de tension, en leur demandant de renforcer la sécurité dans ces zones-là. Donc, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que les électeurs puissent aller voter sereinement et retourner chez eux. Une fois les bureaux de vote fermés, place au décompte des voix. Le dépouillement sera public. 1 heure avant la fermeture du bureau de vote, le président du bureau de vote choisit 4 électeurs au hasard de ce bureau de vote.
Et ceux-là vont participer au dépouillement avec les membres du bureau de vote. Donc, le scrutin est terminé, on compte la liste d'émargement pour savoir combien d'électeurs sont venus voter. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, ne jamais laisser un électeur voter parti sans émarger. On ouvre les scellés, on verse les bulletins et on compte les bulletins. Le nombre de bulletins, logiquement, si tout a été suivi, doit être égal au nombre d'émargements. Et ensuite, on passe au dépouillement. On va obtenir le chiffre qu'a obtenu chaque candidat. On proclame le résultat dans ces bureaux de vote. Maintenant, les résultats des procès-verbaux vont à la commission électorale locale, qui fait donc la compilation et qui donne le résultat de la circonscription. Les résultats, eux, seront connus au plus tard ce lundi 15 octobre 2018. Après le vote demain, ce sera donc la phase du dépouillement. Dans les sièges et QG des candidats, des dispositions sont prises pour cette période d'attente des résultats. Nous avons visité quelques sièges de partis politiques pour voir de façon pratique ce qui est prévu. Grâce Kando. À moins d'un jour des élections couplées, des partis politiques s'activent dans leurs différents sièges pour mieux suivre le scrutin et la proclamation des résultats. Au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, séance de travail ce vendredi matin, briefing et consignes sont donnés. La structure technique chargée de la coordination des élections met tout en œuvre pour recueillir les données venant des différentes circonscriptions. Ces structures centrales coordonnent les activités des structures délocalisées qui sont sur l'ensemble du territoire. Nous couvrons tous les lieux, tous les bureaux de vote, toutes les circonscriptions en Côte d'Ivoire. Et ces informations sont compilées et transmises à cette structure centrale qui est basée ici, qui, à son tour, donc les traite, les compile, fait les analyses et les met à la disposition donc, de la direction du parti. À la fin des élections, donc à la clôture des élections, nous suivons également le dépouillement. Et après le dépouillement, nous avons également pratiquement la proclamation des résultats et la transmission des résultats, de telle sorte que nous puissions à tout moment prendre des dispositions pour pallier des insuffisances, régler des problèmes techniques et faire en sorte que nous puissions atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés. Côté PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, un dispositif est également prévu pour collecter en temps réel les données de chaque localité. Nous avons divisé la Côte d'Ivoire en 6 grandes zones et dans chaque zone, nous aurons des points focaux qui seront en relation ici avec 6 personnes, plus moi-même, ça fera 7 personnes. Et ces personnes-là vont rentrer en contact avec ces points focaux pour avoir des informations sur la situation des élections dans ces différentes zones. Et toutes ces informations vont être dirigées vers le président du PDCI-RDA et le secrétaire exécutif chargé des élections et les différents cadres du PDCI-RDA qui souhaiteraient avoir des informations sur une zone particulière du pays. Donc ce sont elles qui vont faire la compilation des lieux de vote et des bureaux de vote et qui vont nous envoyer uniquement que les résultats. Donc nous allons recevoir les résultats par circonscription électorale. Le Front populaire ivoirien FPI est aussi dans la course pour ces élections régionales et municipales. L'ambiance électorale sera vécue dans les QG des différents candidats. Les QG sont décentralisés par chaque candidat dans les différentes régions. Et c'est quand les résultats ont été consolidés au niveau des différents QG qui vont les transmettre dimanche matin au QG central, au siège du Front populaire ivoirien. C'est ces gens qui sont formés par le secrétaire national chargé des élections et qu'on a mis à la disposition de tous les QG de campagne qui vont s'occuper de la récolte des résultats pour que tous ces résultats soient bien informatisés et puis qu'on nous les ramène. Chaque candidat dans chaque QG a mis en place un pool informatique. Et tous les représentants des bureaux de vote qui seront dans les bureaux de vote du matin jusqu'au dépouillement vont recueillir un PV qu'ils vont transmettre à leur QG, au service informatique de leur QG pour qu'il va consolider les différents résultats ensemble, qui va donner un résultat de toute la commune, que nous, au niveau du siège, nous allons avoir les résultats de nos candidats. Poursuivons avec un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.
À l'issue du Conseil des ministres du 18 juillet 2018, le gouvernement ivoirien a décidé de la tenue des élections pour les conseillers régionaux et municipaux au 13 octobre 2018. Dans le cadre de la tenue de ces élections couplées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Sidiki Diakité, note avec regret que l'enjeu de ces élections ait donné lieu à Abidjan et dans plusieurs localités du pays à des invectives, voire des affrontements, avec pour corollaire des agressions physiques, des dégradations de matériel de campagne et du saccage de biens privés. Le bilan de ces actes recensés par nos services à ce jour fait état d'une personne décédée à Bédiala dans le département de Daloa et de plusieurs blessés. Afin de préserver le climat de paix sociale sur toute l'étendue du territoire national, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met en garde contre toute tentative d'empêchement de voter, car tout citoyen inscrit sur la liste des électeurs d'un bureau de vote a le droit d'y voter. Rappelle que la période électorale n'exempte pas de peine les acteurs d'actes délictueux. Ainsi, quiconque enfreint à la loi devra répondre devant les tribunaux. Exhorte vivement tous les candidats à l'usage des voies légales pour le règlement de tout différend issu de ces élections. Pour sécuriser ce processus électoral, les forces de défense et de sécurité ont pris des dispositions particulières. Ce plan dénommé Opération Tandem électorale a pour but de garantir la sécurité des populations, des électeurs et aussi des candidats sur toute l'étendue du territoire national. Il a été dévoilé ce vendredi par l'état-major. Sidonie Davila. Pour la sécurisation des élections couplées du samedi 13 octobre, un plan dénommé Opération Tandem électorale est élaboré par les forces de défense et de sécurité. Ce plan prévoit sur toute l'étendue du territoire des 3 grands commandements. 30 000 membres des forces de sécurité, au total 12 000 policiers, 12 000 gendarmes et 6 000 des armées mobilisés pour assurer la sécurité du scrutin. Des patrouilles en véhicule et à pied dans les villes et sur les grands axes routiers. Une présence physique, bien sûr, sur les lieux de vote et les emprises de la CEI. La gestion des foules, le bouclage des zones à risque et enfin le renforcement de la sécurité sur les points sensibles et à nos frontières. Au regard des opérations des 3 grands commandements à travers le pays, le général de corps d'armée se veut optimiste. Je tiens à rassurer les populations ivoiriennes de la disponibilité des forces de sécurité et de défense à assurer la sécurisation du processus et à les accompagner dans l'accomplissement de leurs devoirs citoyens, dans la quiétude et la sérénité, et ceci sur l'ensemble du territoire national. Au cours de la période électorale et celle de la campagne qui vient de s'achever, quelques incidents ont été relevés. Certains ont pu être circonscrits grâce à l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité, relève le général de corps d'armée Touré Sekou. Dans la région du Kabadougou, les autorités locales ont aussi pris des dispositions pour la bonne tenue du scrutin. Moussa Konaté nous y conduit. 2 semaines de campagne pour les élections municipales et régionales. Les candidats à ces échéances locales n'ont pas manqué d'idées et d'arguments pour convaincre les électeurs. L'opération séduction terminée. Place maintenant au scrutin ce samedi 13 octobre. À la commission électorale régionale, on se prépare pour le déploiement des agents électoraux. Nous avons pratiquement 285 bureaux de vote. Dans chaque commune, nous aurons 5 agents par bureau de vote. En dehors de la commune, nous aurons 3 agents par bureau de vote. Autre volet important pour ces élections, la question sécuritaire. Réunis à la préfecture de police d'Odiéné, les forces de l'ordre s'apprêtent à investir le terrain, mais avant des consignes reçues. En plus de nos effectifs habituels, la hiérarchie nous a fait venir du renfort qui va nous permettre de sécuriser les lieux de vote, sécuriser les QG des candidats, sécuriser les domiciles des candidats et sécuriser aussi les emprises de la CEI. Dans chaque lieu de vote, vous aurez un policier et un gendarme. Les forces de sécurité et les agents de la CEI déployés. Les autorités préfectorales rassurent donc de la bonne tenue du scrutin. Quiconque se hasarderait à entroubler l'organisation fera face à la rigueur de la loi.
Les dispositions ont été prises par la commission électorale qui organise les élections. Nous avons travaillé là-dessus, nous avons fait des campagnes conjointes ensemble. Le scrutin sera transparent et sera garanti pour tout le monde. Les autorités de la région du Kabadougou se réjouissent de la paisible ambiance constatée lors de la période de campagne dans les différentes localités. Dans quelques heures, les populations de la région de la Nawa vont aussi choisir leurs conseillers et maires. Les attentes sont diverses et nombreuses. Mamadou Kwasi. Dans les kiosques à café et à la gare routière de la ville de Soubré, un seul sujet est au centre des conversations. Il s'agit des élections couplées municipales et régionales qui auront lieu ce samedi 13 octobre 2018. Les populations s'impatientent à vivre ces moments dans un climat apaisé. Je souhaiterais que ces élections se déroulent dans le calme, à la sérénité et puis que le meilleur gagne. En tout cas, dans l'ensemble, on souhaiterait que ces élections se passent dans la transparence. On veut qu'il y ait vraiment en tout cas la paix. En ville comme en campagne, les populations de la région de la Nawa attendent beaucoup de ces élus qui sortiront des urnes ce samedi 13 octobre 2018. Si pendant 2 semaines, ces populations étaient entretenues par les différents candidats, leurs attentes demeurent toujours grandes et diversifiées. Il faut que ces élus-là puissent penser vraiment à réconcilier, à vraiment rapprocher la population, qu'ils cohabitent ensemble et qu'à partir de leur intervention, la population puisse vraiment se sentir comme avant. La symbiose revienne, la confiance revienne. Celui qui serait élu là, moi ma première préoccupation à ses côtés, qu'il gratte les routes de Soubré. Parce qu'à Soubré là on n'a même pas de route. Quand tu empruntes un taxi là, tu as envie de descendre même et puis marcher pour aller là où tu vas. Vraiment les routes d'abord. Dans le coin aussi où il n'y a pas de lumière, il faut qu'au moins, c'est ici on produit l'électricité. Il faut qu'au moins il y a des poteaux, des courants dans des coins un peu éloignés de la ville. Pour que tout le monde puisse circuler la nuit en sécurité. Je veux que la patente soit un peu moins pour nous qui se débrouillent un peu au bord de la route. Les élèves aussi expriment leurs attentes vis-à-vis de ces élections. Bon, j'attends du nouveau maire qui s'occupe vraiment des élèves, de nos soucis. On a beaucoup de soucis de tabac. On n'a pas de bibliothèque du tout. Nous avons notamment des problèmes de salles. Bon, actuellement, nous avons une classe de 6e qui attend encore à ce qu'un bâtiment finisse pour qu'il prenne un coup. Donc, personnellement, j'aimerais que le maire qui serait élu et, au cours de ces élections-là puisse travailler proprement et afin qu'il se démarque des autres. En attendant cette date du 13 octobre 2018, les populations de la région de la Nawa vaguent à leurs occupations, tout en espérant un climat apaisé et des collectivités prospères. La secrétaire chargée des droits de l'homme a rencontré la société civile, experte en observation électorale. Elle a demandé à ses observateurs de demeurer dans l'impartialité et de prendre des mesures pour garantir les droits des électeurs et la crédibilité du scrutin. Guillaume Zéré et Sidonie Davila. Demain samedi 13 octobre 2018, plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens seront appelés à élire les conseillers municipaux et régionaux. En pareille circonstance, des tensions peuvent survenir et se transformer en des violences des droits de l'homme. Comment garantir ces droits et rendre crédibles les élections? Pour la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, l'impartialité des différents observateurs qu'elle reçoit ici est un élément important pour la crédibilité du scrutin. Un observateur, il doit être impartial, il doit être neutre, il n'a pas de parti pris, il n'a pas d'intervention ou de commentaire à faire. Il n'a que ses yeux pour observer. Il observe, il note ce qu'il a observé et par la suite, il fait la remontée des données. Rester impartial pour garantir le respect des droits de l'homme pendant ces élections, un exercice qui consiste aussi à remonter très rapidement des incohérences notées sur le terrain afin de permettre d'améliorer le processus électoral. Les hôtes de la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme ont pris la mesure de la mission qui vient de leur être assignée. Au niveau de la police, nous avons à peu près 900 observateurs et observatrices qui ont déjà été déployés. Et nous allons leur faire passer le message de Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, de telle sorte que Madame la ministre recevra de toute la Côte d'Ivoire les points sur les violations des droits de l'homme. S'il y a crise, nous, personnes en situation de handicap, nous ne pouvons pas nous échapper. Donc on a tout intérêt à ce que les personnes en situation de handicap soient préservées. Et donc nous lançons l'appel au calme et à l'acceptation des résultats qui vont sortir des urnes.
En plus de la société civile experte en observation électorale, la Commission nationale des droits de l'homme a pris part à cette rencontre. Une rencontre que le secrétaire d'État en charge des droits de l'homme espère être celle qui va faire de ce scrutin un scrutin zéro incident. Et voilà pour ce chapitre consacré au vote de demain samedi. Et après le vote, vous aurez en direct sur RTI 1 demain soir et dimanche soir des nuits électorales à partir de 21 h. Les premiers résultats et le décryptage de ce scrutin vous seront proposés. Autre actualité politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, annonce son 6e congrès extraordinaire pour le lundi 15 octobre prochain à Daoukro. L'information a été donnée ce vendredi au cours d'une conférence de presse du secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakou-Gikawe. Et on termine ce journal en sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu cet après-midi les fauves de la Centrafrique sur un score de 4-0. Une rencontre pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Et voilà, c'est tout pour ce 20 h. Merci de l'avoir suivi. Le vote aura donc lieu demain, samedi 13 octobre. Bon week-end à tous.